Bonjour. Mon invité aujourd'hui est Tidiane Ouattara, le président du Conseil spatial africain auprès de l'Union africaine. Bonjour Tidiane Ouattara. Bonjour monsieur. Un mot sur vous, c'est-à-dire que vous êtes une tête bien faite, vous êtes diplômé et surtout vous êtes docteur en télédétection et système d'information géographique. Vous avez longtemps travaillé au Canada, vous êtes expert reconnu et aujourd'hui vous êtes à la tête de cette institution qui va commencer au mois d'avril de l'année prochaine, l'inauguration officielle. D'abord, peut-être pour être le plus pédagogue possible, qu'est-ce qui explique qu'on soit en retard sur cette problématique-là pour enfin créer le Conseil? D'abord, je dirais merci M. Hichem pour l'invitation. Et je dirais aussi merci aux chefs d'État et de gouvernement de 55 pays africains qui m'ont donné le privilège de diriger en tant que premier président du Conseil spatial africain, l'Agence spatiale africaine. Je dirais tout simplement que nous ne sommes pas en retard. Nous sommes en train de commencer. Nous avons pris du temps pour nous organiser en tant que continent, 55 pays. Nous sommes maintenant là de façon structurée, de façon organisée, en tant que continent. Pourquoi je dis que nous n'avons pas pris de retard? Parce que l'espace, déjà, depuis 50 ans, l'Afrique y est, mais de façon éparpillée, et quelques pays seulement. Aujourd'hui, nous sommes organisés parce que l'espace fait partie de notre vie au quotidien. Alors justement, c'est vrai que j'ai envie, puisque vous êtes le patron de cette institution, quelle sera votre feuille de route? Comment vous allez procéder? Non, nous avons une seule feuille de route, et je suis le président qui doit amener toute l'équipe. La feuille de route est simple, permettre à tout citoyen africain d'avoir accès aux produits et aux services spatiaux à bon prix, de façon abordable, et de pouvoir aussi utiliser ces produits et services pour le développement socio-économique du continent. Alors l'espace, c'est quoi? Quand je dis que c'est dans le quotidien, l'espace, c'est le téléphone que vous faites chaque jour. C'est la télévision que vous regardez, c'est la radio que vous écoutez. Quand vous prenez un taxi, quand vous mettez le Uber, n'importe quelle compagnie, je ne veux pas faire de publicité, toutes ces compagnies vous localisent à partir des produits spatiaux, vous amènent à votre destination à partir des produits spatiaux. Et j'en cite, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'applications. Sans l'espace aujourd'hui, notre vie devient pénible. Et je pourrais vous donner des exemples pendant l'entretien. Certains pays déjà se sont lancés, comme le Rwanda, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Nigeria et bien d'autres pays. C'est-à-dire que comment aujourd'hui vous allez fédérer tout cela et lui donner un sens convergent vers cette stratégie africaine? Non, d'abord, je voulais vous dire que c'est de la volonté des chefs d'État et de gouvernement eux-mêmes. S'ils ont décidé d'élire un président pour un conseil spatial et ils ont décidé de créer une agence spatiale africaine, c'est parce que nos leaders ont eu cette vision. Mais l'Algérie, le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud sont des pionniers. Ils ont toujours été là pour leur pays frère. Et il s'agira maintenant, comme le dit notre politique, la politique spatiale africaine qui existe, et la stratégie spatiale africaine qui existe aussi, tous les deux adoptés par les chefs d'État et de gouvernement, nous devons coordonner au niveau continental. Ceux qui ont commencé avant, que j'ai cités, devraient être solidaires des autres, ils le sont déjà, et ceux qui ne sont pas encore là-dedans, il faudrait qu'on les sensibilise, qu'on les informe, et qu'on puisse mettre de façon pragmatique des infrastructures et des services qui vont profiter à tous. C'est ça l'objectif. Nous sommes au Caire, le quartier général, mais c'est une organisation qui s'occupe de tout le continent. Les pays ne sont pas au même niveau. Il y a des pays qui ont besoin d'infrastructures minimales. Il y a des pays qui ont besoin d'infrastructures beaucoup plus poussées. C'est ensemble que nous allons proposer toujours aux États membres, les 55 pays, qui vont prendre des décisions. Nous sommes ici en France cette semaine et la semaine dernière
parce que nous avons été invités en tant que conseil pour pouvoir regarder qu'est-ce qui s'est fait. Qu'est-ce que l'Europe fait? On va y revenir parce que c'est aussi une bataille d'influence. C'est là que la question aujourd'hui, c'est ce conseil que vous présidez, comment va-t-il fonctionner puisque vous avez aussi l'autorité pour nommer les directeurs généraux, notamment de l'agence, et comment les choses vont se faire à l'intérieur de ce périmètre? Non, c'est clair pour nous, tout est tracé par le statut. Le statut de l'Agence spatiale africaine est clair. Nous sommes un conseil, nous sommes 10 membres, 2 élus par région, un homme et une femme, et un président élu et une vice-présidente qui a été élue. Notre cahier de route se trouve dans le statut. Nous avons rapidement l'obligation de nommer un directeur général, ce qui sera fait dans le courant de l'année prochaine. Deuxièmement, nous devons mettre en place des propositions d'action, c'est-à-dire des activités, des programmes, des budgets qui vont être validés par les États membres. Il y a un processus au sein de l'Union africaine. Nous travaillons à l'intérieur de ce processus. Mais cette structure, elle ne risque pas d'avoir une inertie empêchant vraiment d'aller vite, de réaliser les choses? Ah non, non, pas du tout, parce que la politique de l'Agence spatiale, c'est de travailler avec les agences spatiales nationales. Nous n'allons pas dupliquer ce qui existe. Par exemple, quand vous prenez l'Algérie, l'Algérie a des infrastructures, des activités qu'ils font déjà. Vous prenez le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud. Ces infrastructures ne seront pas répliquées. Au contraire, nous allons les accroître ou les innover. Les activités qu'ils font seront étendues à sur tout le continent. Donc, il n'est pas question de reproduire cela. Mais par contre, quand vous prenez des pays qui n'ont pas d'agence spatiale, ces pays-là ont besoin qu'on renforce ou qu'on installe de nouvelles infrastructures. Alors, cela se fait parce que l'espace aussi, M. Hicham, c'est de la souveraineté nationale. Hein? Quand vous quittez les frontières de votre pays, vous n'avez plus aucun droit sur l'autre pays. C'est là que l'agence spatiale arrive pour essayer de s'occuper des projets qui sont des projets transversaux, des projets qui amènent tout le monde ensemble. Et exactement, j'ai un projet présentement qui est la surveillance mondiale de l'environnement et la sécurité, qui implique 45 pays et 170 institutions venant de ces 45 pays-là. Mais n'empêche que nous ne dupliquons pas, et nous n'allons pas dupliquer, alors là, pas du tout, les activités nationales, ce qui fait qu'il n'y a pas de résistance. On va entrer dans pas mal de détails, parce que l'opinion est mal informée sur ce sujet, et votre pédagogie peut aider à bien comprendre les enjeux en cours. Vous venez de passer une semaine en France, invité par le MEDEF international. Vous avez pu visiter les sites, rencontrer les responsables. On voit la bataille d'influence entre l'Union européenne, entre la Chine, la Russie et d'autres pays. C'est que comment cette semaine, comment s'est-elle passée ? Alors, nous avons une semaine très intéressante. Et encore une fois, je profite de votre antenne pour remercier le MEDEFI qui nous a invités. Nous avons été reçus par les autorités françaises, que ce soit politique, que ce soit au niveau universitaire, le secteur privé. Ça a été une semaine concluante. Et nous avons fait un séminaire. Hein. Nous avons passé vraiment des temps de formation. Et concrètement, est-ce que vous pourriez nous en dire plus, c'est-à-dire que sur ce que voilà. vous avez vécu ? Voilà, nous avons vécu des moments inoubliables. Parce que le conseil est fait d'experts scientifiques. La plupart du temps, ils ne sont pas exposés aux enjeux de gouvernance ou de politique. Avec Sciences Po, nous sommes passés à travers cela. Ils n'avaient pas forcément aussi une vue globale et synoptique de ce que c'est que l'espace à travers le monde. À Sciences Po, nous avons eu l'opportunité d'avoir des présentations sur différents cas. Troisièmement, qu'est-ce que c'est que l'espace dans le processus de développement socio-économique? Ça aussi, ça a été un exemple. Et nous avons visité l'écosystème spatial à Toulouse, qui est un exemple de développement de modèle économique, de pôle économique, où vous installez toutes sortes de structures autour de l'espace. Vous avez des écoles, vous avez des laboratoires, vous avez des compagnies privées. C'est un exemple d'écosystème de pôle économique. Et comme je vous ai dit, l'espace, c'est le pilier de l'économie de demain. Et d'aujourd'hui déjà, ça a commencé. Ce serait intéressant que les grandes villes africaines ou même les pays africains
s'imbibe un peu, regarde ce genre de modèle et l'adapte pour créer un écosystème. On n'a pas besoin d'aller tout faire ailleurs pour qu'on exporte les pièces. On peut tout faire sur place, créer des emplois, innover. Et c'est ce que nous avons vu au niveau de la France. Alors, pour revenir à votre question, oui, il y a des influences, mais l'Afrique est ouverte à tout le monde. Nous le disons, nous, notre seul intérêt, c'est l'Afrique. La Chine, les États-Unis, nous avons des contacts avec tout le monde. Nous sommes arrivés en France, nous avons vu, nous avons apprécié, et les discussions continuent. Le continent est ouvert à tout le monde, et ce continent n'appartient qu'aux Africains. Nous sommes conscients de cela et c'est à nous de prendre la meilleure décision dans notre intérêt. Vous êtes de culture bilingue, c'est-à-dire que vous maîtrisez l'anglais et le français. Vous avez fait vos études au Canada, vous avez longtemps travaillé là-bas. C'est une chance dans une Afrique plurilinguistique. Mais comment vous allez aujourd'hui en fait, travailler sur d'abord cet enjeu de l'espace par les satellites, est-ce que vous pourrez nous détailler les outils qui vont donner cette sanctuarisation d'abord de l'Afrique, pour l'Afrique de l'espace, et lui permettre de bénéficier de cet atout? Merci bien, M. Hicham. Et ça, c'est une très bonne question. Voyez-vous, l'espace est composé de 3 segments. Il y a ce qu'on appelle le segment au sol, donc les infrastructures, les stations de réception des signaux, des données. Et puis, il y a l'infrastructure spatiale elle-même, donc le satellite, qui permet de mettre des signaux, de capturer des informations et de les remettre. Et puis, la troisième partie, c'est qu'est-ce qu'on en fait. En anglais, ils appellent ça downstreams, les services qu'on développe, la télévision, la radio, les applications militaires, toutes sortes d'applications. Ces 3 segments, le continent africain est presque vierge. C'est ça. Et donc, nous avons le gros devoir d'inciter les pays à développer ces 3 segments-là. Mais on ne peut pas le faire seul. Il faut prendre l'exemple de ceux qui sont les pionniers, ceux qui s'y connaissent. Parce que le savoir, il faut éviter de refaire ce qui est déjà existant. Il faut aller apprendre d'abord. Et c'est pour cela que nous mettons la formation au cœur de notre mandat. Il faut former la masse critique de jeunes Africains talentueux pour pouvoir répondre aux besoins sur ces 3 segments-là. Ça, c'est très, très important. Et c'est là que votre question est encore plus importante, pertinente. Vous avez en Afrique les anglophones, les francophones, vous avez aussi les lusophones. Mais nous avons mené une étude qui a montré que les pays francophones sont un peu en retard sur les pays anglophones. Mais voyez-vous, quand vous apprenez dans la langue de votre choix, donc dans votre langue maternelle ou dans la langue dans laquelle vous êtes très à l'aise, notamment les francophones, en apprenant en français, en vivant en français, en développant les choses en français, c'est plus facile. Et c'est pour cela que l'expérience française va être pertinente. Avec la France, nous regardons, et ce qui est paradoxal, M. Hicham, la France est l'un des pays, et sans forfaiture, il faut être très honnête, c'est l'un des leaders mondiaux dans le domaine de l'espace. Et les compagnies privées françaises sont parmi les meilleures au monde. Et comment se fait-il que les pays africains francophones tirent un peu en arrière? Donc pour nous, ça a été une conversation avec les autorités, avec tous les officiels français pour dire il y a quelque chose à faire. Non seulement on peut former plein de jeunes Africains francophones, mais ces jeunes Africains francophones contribueront au développement de ce continent-là. On n'a plus besoin d'envoyer 10 000 étudiants ici en France. Avec les mêmes montants, on peut former 20 000 étudiants en Afrique, voyez-vous. Et aujourd'hui, avec la technologie spatiale, beaucoup de personnes n'ont plus besoin. Le télétravail s'est fait grâce à l'espace. Et les jeunes Africains pourront être le futur marché en termes d'employés. Je m'explique. 60% de cette population de plus d'1 milliard. Mais pendant ce temps, dans les autres continents, le taux de naissance diminue ou n'existe pas, ou même est dans le négatif. Donc l'Afrique devient comme un réservoir futur pour les compagnies, pour des organisations. Mais ces jeunes étudiants africains ou ces jeunes Africains bien formés
n'auront pas forcément à quitter le continent pour pouvoir travailler avec des salaires très décents. Donc en utilisant toujours cette technologie. En termes de faisabilité, parce que vous dites des choses importantes, mais comment les traduire concrètement dans le réel, alors qu'il y a urgence aujourd'hui? Non, vous avez tout à fait raison. C'est pour cela que la décision des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine est à saluer. Ils ont compris que l'espace est au cœur du développement aujourd'hui et demain. D'abord, ils ont voulu qu'on soit structuré, ce qui a donné naissance à l'Agence spatiale africaine. Deuxième mandat qu'on nous donne, c'est de mieux coordonner les activités. Je l'ai dit que ceux qui ont commencé partagent avec ceux qui viennent de rentrer. Mais mieux que ceux qui ont commencé, qu'on renforce aussi leurs capacités. Voyez-vous, le financement de l'espace dépend de 3 niveaux. Il y a la priorité nationale. Je vous ai dit tout à l'heure que l'espace est aussi une question de souveraineté. C'est ça. Donc nous allons expliquer aux États membres, nous allons les accompagner pour comprendre et positionner l'espace au cœur de leur développement. Deuxièmement, nous allons regarder les régions, les communautés économiques régionales, qui sont les bras séculiers de l'Union africaine en région. Ensuite, au niveau continental, nous allons mettre des programmes qui fédèrent. Parce que n'oubliez pas, nous utilisons aussi l'espace comme un modèle scientifique d'intégration africaine. Je vous ai parlé du programme Global Monitoring for Environment, donc le programme de suivi environnemental. Ce programme-là a permis à plusieurs institutions de plusieurs pays de travailler ensemble. C'est déjà le premier message, c'est l'intégration des pays, des institutions de pays différents peuvent travailler ensemble. Donc vous arrivez au bon moment avec la zone de libre-échange africaine. Que... Tout à fait, tout à fait. Et nous allons commencer des discussions avec le bureau Accra, qui est un organe frère et à nous, parce que nous sommes un organe comme le bureau de African Continental Free Trade Area, qui est à Accra. Et notre discussion va porter sur comment assurer la commercialisation des produits spatiaux. Deuxièmement, comment mobiliser les ressources, les investissements. Ça faisait partie des discussions qu'on a eues avec les officiels français. Donc nous sommes conscients que les enjeux sont nombreux. Mais nous devons y aller de façon coordonnée et surtout éviter les duplications. C'est-à-dire que pour vous, aujourd'hui, en matière spatiale, quels sont les satellites dont l'Afrique a l'autorité et comment ça se passe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit l'enjeu majeur des satellites et de leur possession. L'Afrique a une quarantaine de satellites sur des milliers et des milliers de satellites. C'est absolument rien. La plupart des services et des produits que nous recevons de satellites, soit nous les louons, soit nous payons. Les services, rien ne nous appartient. C'est pour cela qu'il y a une nouvelle dynamique. Nous sommes un continent, le deuxième grand continent au monde, avec des trajectoires propices aux activités spatiales. Quand vous regardez la zone équatoriale, vous allez vous rendre compte tout de suite que tout ce qui est orbital, tout ce qui est... Donc il y a beaucoup de choses que l'Afrique pourrait faire à travers les satellites. Mais encore une fois, il ne faudrait pas qu'on aille vite en besogne. Mettre un satellite, c'est une chose. Assurer la durabilité, c'est une autre chose. Oui. Formons les gens à tout. Parce qu'il ne s'agit pas de former des scientifiques seulement. Hein, je l'ai dit lors de ma conférence. Il faut regarder des experts en loi spatiale. Parce que les lois spatiales, c'est ce qui permet d'avoir accès aux fréquences. C'est ce qui permet d'avoir accès aux orbites. Et ces orbites sont déjà occupées. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'espace, l'Afrique n'y est pas. Et donc, tout oui, cela mais va demander les Nations Unies avaient prévu des orbites pour l'Afrique qui ont été occupées par d'autres. Est-ce que vous avez réfléchi à cette dimension-là? Les Nations Unies font ce qu'elles peuvent. Hein. Les Nations Unies créent de la sensibilisation. Les Nations Unies vont amener les gens à prendre des décisions, tout, mais c'est à l'Afrique de venir prendre sa place. Et ça va être une de nos batailles. Et nous sommes prêts à ce genre de bataille. C'est des discussions. Nous allons demander à rouvrir certains traités. Nous allons demander à rouvrir certaines conventions. Parce que l'Afrique n'y était pas quand les gens le faisaient. On peut comprendre. Mais nous sommes là. On ne peut pas ne pas nous prendre en considération. Et nous avons, et ça c'est une des discussions avec la France qui est prête à nous accompagner aussi, nous avons des amis, de bons amis,
qui vont nous accompagner dans ces discussions pour que nous en tenions aussi, nous en bénéficions et que nous prenions aussi notre place, toute notre place. Parce que les choses ne peuvent plus se passer en ignorant 55 pays, le deuxième grand pays au monde, au grand continent au monde, 30 millions de kilomètres carrés. Et tout se passe dans l'espace sans nous. Le débris spatial, le trafic spatial, et nous devons y être. C'est des discussions très intéressantes et l'Afrique y sera avec tous ses experts. On a 6 minutes pour vraiment aller sur d'autres points, pour exploiter sur votre savoir-faire. D'abord, les domaines, vous avez évoqué les domaines, l'agriculture, le digital, il y a plein de la télécommunication. Que, comment aujourd'hui accélérer cette donne pour la prise en main par les Africains de cette dimension-là, et comment vous allez massifier, si je puis dire, cet emploi? Merci pour la question. C'est pour cela que j'ai dit dès le départ, il faut qu'on forme les jeunes Africains. Parce que sans capacité, sans ressources humaines, tous les projets vont vraiment pas démarrer. Donc il faut former dans tous les 4 segments de l'espace. Parce qu'il y a 4 domaines d'importance dans l'espace. Il y a ce qu'on appelle l'observation de la Terre. Donc les satellites qui observent la Terre, et on traite ces images satellites pour en extraire des informations qui sont très critiques, qui sont appliquées pour la recherche de l'eau, la qualité de l'eau, l'agriculture de précision, les ressources, la gestion des ressources halieutiques, l'érosion côtière, etc. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie de l'espace, c'est ce que nous appelons la télécommunication par satellite. Télévision, télémédecine, télééducation, l'éducation à distance, télétravail, la radio, tout ça, ça se retrouve dans ce domaine-là. Et Dieu seul sait la manne d'argent qu'il y a. Le troisième, c'est le positionnement et la navigation. C'est ce qui nous permet de nous repérer. Les gens connaissent le GPS. Dans n'importe quelle ville aujourd'hui, vous avez une compagnie, vous écrivez l'adresse, vous mettez votre point de départ. Mais tout ça, c'est l'espace, c'est des satellites qui transmettent ces informations au niveau bancaire, etc., etc. Donc, ça, c'est la navigation et le positionnement. Le quatrième, c'est l'astronomie. Et l'astronomie, c'est ce qui nous permet de prédire au niveau de la météo, la météorologie spatiale. C'est ce qui avec le changement climatique. Le changement climatique. Voyez-vous, tous ces 4 secteurs, l'Afrique est pratiquement absente. Oui. Donc nous devons travailler en formant d'abord les gens. Former les gens en quoi? En la science de la chose, en la réglementation de la chose, à la commercialisation de la chose, mais beaucoup plus à la politique de la chose. Parce que c'est beaucoup politique. Par exemple, il faut avoir une politique de données. Si vous lancez des satellites, que vous avez des données, il faut développer une politique de partage des données. Parce que vos données ne peuvent pas être partout. S'il y a des informations critiques que vous prenez, comment vous protégez ces informations? Donc, voyez-vous... Et comment les sanctuariser? Est-ce que vous avez réfléchi un peu à... Comment sanctuariser, protéger les données qui sont d'une valeur essentielle? Effectivement, il y a déjà, dans le monde, avec les Nations Unies, il y a déjà des dispositions. Mais n'empêche que les États se doivent de se munir aussi de dispositions réglementaires. Et c'est pour cela qu'il faut former les gens. Il n'y en a pas dans certains pays africains. Mais dans certains pays africains, c'est à l'extrême aussi. Parce qu'une donnée qui n'est pas utilisée, je regrette, n'a plus de valeur. Mais en même temps que vous voulez que les gens l'utilisent, vous voulez aussi en tirer parti, vous voulez protéger. Donc, c'est complexe, il faut former les gens. Nous n'avons pas de formule magique pour le moment. Nous disons simplement, ouvrons la discussion, à la formation des gens, regardons les modèles ailleurs, essayons de les adapter. Et ensuite, nous allons commencer à mettre notre propre identité avec le temps. Vous avez un immense défi, vous allez ouvrir au mois d'avril, en fait vous allez vous installer dans vos locaux au Caire. C'est-à-dire que dans les mois à venir, comment vous allez continuer à travailler en profondeur les dossiers qui vont structurer votre action pour les mois à venir? Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en Afrique, nous avons beaucoup d'experts. Non seulement sur le continent, mais au niveau de la diaspora. Ici en France, il y a beaucoup de jeunes Africains que j'ai rencontrés, que je connais. Aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde. Nous allons mettre à contribution tout ce savoir-faire.
C'est cela qui est très intéressant pour moi. Il faudrait que nous arrivions à mobiliser le capital humain africain. Et la diaspora peut contribuer énormément. La diaspora n'est pas obligée d'aller s'installer sur le continent. À partir de là où ils sont, la diaspora devra se mettre tout de suite en ordre de bataille. Je donne mon exemple. Je suis très à l'aise de le dire. J'ai fait un sacrifice. D'ailleurs, la diaspora, c'est la sixième région. C'est la 6e région de l'Union africaine. Et donc, nous sommes très, très, très fiers de cela. Et nous allons continuer à demander à tout le savoir-faire africain, partout dans le monde, de venir. Moi, je l'ai fait, je ne l'ai pas regretté, parce que, M. Hichem, la plus grosse récompense, c'est lorsque vous voyez vos jeunes frères, vos enfants, vos jeunes sœurs, les yeux briller par le savoir que vous partagez avec eux. Il n'y a pas plus glorifiant que ça. Et donc, je leur dis, venez. De là où vous êtes, vous pouvez contribuer. Mais ceux qui veulent venir sur le continent, ils sont plus que les bienvenus. Le paysage est vide dans le domaine spatial. Nous commençons à zéro et nous y sommes. Monsieur Tidjane Ouattara, je vous remercie vraiment d'avoir été le pédagogue et surtout d'avoir donné un visage humain à cette problématique essentielle pour l'Afrique. Merci d'avoir été avec nous et peut-être à très bientôt pendant l'inauguration de l'agence, de votre espace, de votre siège. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, à la prochaine.